Eh bien, bonjour à tous. Nous poursuivons ce Bibliotopia consacré à la Révolution et aux révolutions avec cette rencontre intitulée Racines du chaos, vivre à l'ombre des révolutions, avec donc Abinat Damerji. Merci beaucoup d'être là. Alors, en préambule, je voudrais vous dire qu'on devait accueillir l'écrivaine syrienne Dima Wanous, mais pour des raisons familiales, elle ne peut hélas pas être là. Je vous dis rapidement, je ne peux que vous conseiller de lire Ceux qui ont peur, qui est vraiment un roman puissant sur la manière dont une dictature, dont la terreur politique peut pénétrer les esprits de la jeunesse et même l'inconscient. C'est ça l'histoire de son livre, à quel point ces personnages sont dévastés au plus profond d'eux-mêmes par la peur. Aminat Damerji, vous aussi, vous écrivez sur cette question du surgissement de la peur, du chaos, dans une société, l'Algérie, une jeunesse et plus particulièrement une famille. C'est une violence qui est sous-jacente, on le comprend, c'est d'ailleurs la force du livre, on comprend que cette violence était présente en Algérie, était présente au sein de cette famille, enfin en tout cas les dissensions, et puis arrive le chaos de ce qu'on appelle la décennie noire, donc les années 90, dont vous allez nous parler et qui est le sujet de ce livre. Vous êtes écrivaine, chercheuse franco-algérienne, Bientôt les vivants, le roman qui nous occupe aujourd'hui, est paru en 2024. Je peux vous dire que pour moi et pour notre magazine, c'était le meilleur roman francophone et français de janvier, puisqu'on vous a donné le prix. Un roman initiatique, l'histoire de Selma, adolescente passionnée d'équitation, qui vit avec ses parents, sa grand-mère, son oncle, à Alger, et on la découvre au début des années 90. Son oncle et son père sont deux frères qui, par leur parcours, vont devenir peu à peu deux ennemis. L'un est proche du gouvernement, médecin, il est dans la société, il défend une idée moderne de la société algérienne et du gouvernement qui est donc dirigé par le FLN. Et l'autre bascule dans la religion et devient proche du fils, c'est-à-dire du parti islamiste en Algérie. C'est une fresque familiale et sociale que vous réussissez dans un geste à la fois individuel, puisqu'on est au plus proche de Selma, de cette adolescente, et en même temps ample et historique. Et c'est vraiment un roman qui nous permet de faire vivre toute la réalité et la complexité de cette Algérie de la décennie noire, sur laquelle, on le sait, peu a été écrit pour des raisons historiques, pour des raisons mémorielles, et on va en parler pour des raisons nationales. Et vous avez été un des premiers romans, Bientôt les vivants, à en parler. L'autre roman qui en a beaucoup parlé, c'est le Goncourt Houry de Kamel Daoud. Alors, cette décennie noire, on va en parler, mais on la date de 1992 à 2002. On en parlait, les dates sont assez fluctuantes, puisqu'il s'agit d'un... Voilà, c'est pas une guerre à proprement parler. Oui, puis ça reste conflictuel même sur les dates, en fait, aujourd'hui, historiographiquement parlant. Oui. C'est dire. Voilà. C'est dire comme... voilà, il y a un vrai conflit mémoriel et historique. Et donc, qui voit s'opposer l'armée, le gouvernement, en guerre contre les islamistes, le fils et le groupe islamique armé. Mais vous allez nous expliquer ça, comment est-ce que la violence gangrène peu à peu la société, que ce soit dans la campagne ou dans les villes. Ce sont des moments de barbarie inouïe, des massacres dans des villages qui ont beaucoup marqué l'actualité. Et je me souviens moi-même, étant enfant dans les années 90, comme on avait des reportages sur ces massacres dans les villages algériens qui résonnaient et qui nous stupéfiaient. Et d'ailleurs, on n'entendait parler que de ça. On n'entendait parler que de ça, ouais. Sans même le comprendre. Oui, c'est ça. Ouais. On peut dire qu'à l'époque, on a donc jugé que le gouvernement avait gagné, et ça s'est terminé par Abdelaziz Bouteflika qui prend le pouvoir et qui proclame une loi d'amnistie. Peut-être on va commencer par une lecture. Allez. Et quand je vous en ai parlé, on s'est dit que ce serait bien que vous lisiez le début du livre. Le début du livre, c'est le massacre de Sidi Youssef. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Oui. Alors, d'abord, bonjour. Bonjour, bientôt bonsoir. Je suis vraiment très heureuse d'être là et de pouvoir vous parler de ce livre qui est paru il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui s'ouvre sur un massacre. Donc les pages les plus dures sont au début du livre. Mais j'ai fait ce choix parce que précisément
tout le monde n'a pas entendu parler de la décennie noire. Je voulais que mes lecteurs et lectrices sachent dans quel univers de violence évoluaient mes personnages, mais précisément pour après raconter autre chose que les massacres, ce dont on a entendu parler à répétition. Voilà, c'était un décompte macabre en fait qui nous venait d'Algérie, qui parvenait, et on a très peu parlé de la vie ordinaire des Algériens et Algériennes à cette époque, et je reviendrai sur ce choix sans doute plus tard. Et le massacre de Sidi Youssef est un massacre qui a eu lieu à la fin de l'été 97, et c'est un massacre qui est tout à fait emblématique. Ce massacre-là et 12 autres qui ont lieu à quelques semaines d'écart, le massacre de Ben Talha, dont on connaît une photo qui est très connue, d'une femme, une vieille dame qui hurle devant des cadavres, et le massacre de Raïs, qui sont 3 bourgades en banlieue d'Alger. Or, alors donc ce type de massacre, hein, Oriane le mentionnait, est vraiment emblématique de la décennie noire, c'est-à-dire les terroristes arrivaient dans des villages et en quelques heures, ils tuaient absolument tout le monde. Mais Alger, qui a connu beaucoup de morts aussi, a été épargné par ce type de violence jusqu'à l'été 97, où 3 massacres en banlieue d'Alger sèment la panique dans Alger, c'est-à-dire qu'après ces massacres, les gens dormaient avec des battes de baseball sous leur oreiller, puisque ce massacre de Sidi Youssef a la particularité d'avoir eu lieu en face des plus grands centres de police et d'armée du pays. Donc vraiment, c'est le moment où les Algérois se disent « plus personne ne peut nous protéger, l'armée est impuissante, la police est impuissante », et Alger, qui se sentait un peu épargné par ce genre de violence-là, ne l'est plus. Donc il y a vraiment eu les quartiers se sont auto-organisés en milices, donc ça a vraiment marqué une rupture dans la décennie noire. Il y a vraiment un avant et un après. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce massacre-là, et aussi parce qu'il est en bordure d'une forêt, qui est une forêt qui est vraiment presque un personnage du roman, la forêt de Baïnem. Alors la forêt de Baïnem, c'est une immense forêt, un mont boisé qui domine la baie d'Alger, qui se jette dans la mer, et c'est vraiment l'endroit où tous les Algérois allaient pour les week-ends, y compris moi et ma famille. Et mon premier souvenir de la décennie noire, c'est ce moment où ma mère me dit « Ce week-end, nous n'irons pas à Baïnem ». J'avais 4-5 ans. Les terroristes ont envahi la forêt. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est devenu un lieu, une cachette pour les terroristes. Et il y avait un centre équestre, les chevaux ont dû partir, les terroristes ont envahi les box, et encore aujourd'hui, on voit les marques de tir, les tags inscrits sur les box. Voilà. Donc je savais que le roman tournerait autour de cette forêt, autour de ce centre équestre, et donc le massacre de Sidi Youssef qui a lieu en bordure de cette forêt, pour toutes les raisons que j'ai dites, était selon moi voilà, absolument central dans le théâtre du roman. On vous écoute. Oui, j'ai failli oublier de lire du coup. Les ruelles de Sidi Youssef n'étaient pas éclairées. Il fallait se contenter du halo des fenêtres pour guider ses pas. Les familles dînaient portes ouvertes ce soir-là, moins pour l'air doux de la fin d'été que pour le nif, le nez altier, l'orgueil de montrer qu'elles n'avaient pas peur. Vint l'heure où les enfants rechignèrent à dire bonne nuit à leurs camarades. Ils voulaient clore d'un dernier but leur partie de football. Leur mère savait les rappeler d'une voix ferme, sans mettre un pied dehors, sans salir leur mule d'intérieur dans la poussière d'une route, même pas goudronnée. À quoi bon gaspiller l'argent public pour 3 kilomètres de hameaux étirés sur une crête en bordure d'une forêt qui finirait par tout engloutir? L'État, à cette époque, avait beaucoup mieux à faire, beaucoup plus à faire, à se demander d'ailleurs ce qu'il faisait vraiment. Aïcha fronça ses sourcils. Elle, la petite fille déjà un brin autoritaire, pressait sa grand-mère pendant que celle-ci la peignait. « Vite, Gida, nous ma queue de cheval, plus vite! Ne vois-tu pas que le gâteau de riz va refroidir ?» Elle ne supportait plus la lenteur des gestes de la vieille femme, ses coups d'éponge ralentis sur la table, ses grimaces quand elle se soulevait de sa chaise. Du haut de ses 7 ans, Aïcha ignorait tout de la longueur des muscles qui s'amenuisent, des vertèbres qui se tassent, du ploiement douloureux des chairs. Elle s'agaçait. Un instant plus tôt, Mahfoud, son père, avait osé quitter la table sans finir son repas. Il avait laissé un fond de lentilles dans son assiette. Sa seconde, certes. Et alors ? Était-il obligé d'obéir aux voisins qui le hélaient par les fenêtres pour aller jouer au domino? L'horrible partie de la fin du week-end, ce moment injuste où on lui volait les derniers instants avec son père, avant que ne commence l'harassante semaine, le déchargement des containers sur le port qui lui fabriquait ses bras de géant. Mahfoud s'était levé en mastiquant. Il avait trempé un dernier morceau de pain dans la sauce, puis il était sorti.
Aïcha bouillonnait. Comment ? Sa mère avait cuisiné un gâteau de riz et à cause de ce jeu stupide, son père allait le manger froid, alors qu'il était succulent tiède quand le lait parfumé à la fleur d'oranger faisait fondre les grains sur la langue. Pas quand le frigidaire avait rendu l'ensemble pâteux et collant. « Allez, Gida, le chouchou rose !» Il saignait à peine ses cheveux qu'elle se dégagea et courut au dehors, tenant l'assiette à dessert entre les mains. Gida sourit. Cette petite mourrait pour son père, selon l'expression arabe qui, pour dire l'amour, dit la mort. À pas de louve, Aïcha s'approcha de la placette où les hommes jouaient. Leurs 5 ombres se croisaient sur le tabouret qui servait de table pour le jeu et pour le thé. Son père lui tournait le dos. Elle se cacha derrière une façade. Elle allait lui faire une farce. Elle allait lui ficher une frousse dont il rirait pendant des jours. Elle plaqua ses omoplates contre le mur, plaqua l'assiette contre son ventre rond, puis sursauta. Des pneus venaient de crisser tout près d'eux. D'un réflexe du pouce, elle empêcha le gâteau de tomber. Les joueurs avaient levé la tête. L'inquiétude dessinait des vagues sur le front d'Ashraf, le plus jeune. Des voix d'hommes qu'elle ne connaissait pas les apostrophèrent durement. Pour qui se prenait-il ? Se demanda-t-elle en se fâchant. Les portes des camions s'ouvrirent et des hommes vêtus d'un uniforme sombre en sortirent, exactement les mêmes qu'à la télévision. Elle était au courant. Elle n'était pas de ces enfants dont on bouchait les oreilles. Sa maison était de toute façon trop petite pour qu'elle n'entende pas les chuchotements de ses parents. Il lui avait expliqué « Ceux-là, tu ne dois pas les craindre, ce sont des militaires qui chassent les terroristes. » Les joueurs de domino se levèrent pour répondre aux questions. Quelqu'un assurait-il la protection du village ? Non, personne en particulier. Sidi Youssef était trop près d'Alger et des casernes pour s'auto-organiser en milice. Un rictus déforma le visage d'un des visiteurs. Si Mahfoud avait été plus attentif à cette moue, s'il avait été plus fin observateur des mimiques qui contredisent les discours, il n'aurait pas tourné le dos aux soldats, ni laissé ses épaules retomber. Il ne se serait pas félicité. Voilà bien une patrouille de sécurité consciencieuse. Il se serait inquiété d'autre chose que de l'amertume qui gagnait la théière. « Papa !» Un homme en tenue sombre brandit une hache. « Trop tard, Aïcha. Le son n'est pas sorti de ta gorge. Tant pis pour ta conscience. Tant pis pour tes souvenirs d'enfance. » La lame fendit le crâne d'Ashraf qui octa sur le sol. Mahfoud bondit. Il n'était pas tôt pour déchiffrer les figures, mais il savait cogner. Il se jeta sur l'agresseur, lui asséna un coup de poing en visant le centre du thorax. Que se passait-il ? Le père d'Aïcha recula. Le treillis de son adversaire s'était craquelé. L'homme le toisa, en ricanant, puis, plaçant ses 2 mains sur son torse, déchira le vêtement. Une toile marron brute apparut. Les joueurs brisèrent leurs verres, les pieds des chaises, prêts à se battre, mais se sachant perdus. Des hommes bondirent des camions, en poussant des cris gutturaux. Ils avaient enroulé des chèches noires autour de leur tête. La drogue embrumait leurs yeux. Un k'hol poudreux intensifiait le tracé de leurs cils. Ils étaient vêtus comme les jeunes du village, de jeans et de baskets, avec en plus des sabres à leur ceinture. Aïcha n'avait jamais vu de si grandes lames. Les joueurs de domino hurlèrent. Aïcha courut à travers le village. Ses jambes tremblaient et son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle connaissait le mot. Dabahin, les égorgeurs. Alors, Amina Damerji, la première question pourrait être simple. Comment est-ce que l'Algérie en est arrivée là ? Quelles sont les racines du chaos, pour reprendre le titre de cette rencontre ? Alors, les racines du chaos, bien sûr, on peut les faire remonter très très loin. Souvent en Algérie, quand on parle de la décennie noire, on établit des liens entre la guerre d'indépendance, entre la décennie noire. Il y a tout de même une chronologie très, très proche, très immédiate, qui sont les émeutes de 1988 à Alger, octobre, qu'on a appelé Octobre Rouge, où toutes les villes du Nord, et en particulier les grandes villes, sont secouées par des émeutes pendant une semaine, des émeutes très violentes qui n'étaient pas spécialement toujours directement politisées. Et c'est justement les islamistes qui ensuite, et d'ailleurs je le raconte dans le livre, ce premier prêche de Belhadj, donc une des figures principales du parti islamiste, qui a le talent, disons, de sémantiser des révoltes qui étaient des révoltes de la faim d'abord. Les prix montaient très haut, les gens n'avaient plus de quoi se loger, mais il y avait également des revendications démocratiques.
puisque depuis 1962, le parti unique algérien était le FLN, le Front de Libération Nationale, qui était le parti donc, qui avait émergé au moment de la guerre d'indépendance. Et donc, après ces émeutes, pour la première fois, l'Algérie admet qu'il peut y avoir plusieurs partis politiques. Donc il y a en fait une centaine de partis politiques qui se créent, mais en réalité, le parti politique qui émerge réellement, c'est le parti islamiste, donc le Front islamique du salut, puisque lors des premières municipales qui suivent ces premières élections démocratiques à plusieurs partis, la phrase est bizarre en elle-même, les deux principales villes du pays, Alger et Oran, sont gagnées par les islamistes. Puis, un an après, les législatives qui doivent amener un gouvernement, ce sont les islamistes, alors sur fond d'abstention, d'une abstention massive, ce sont les islamistes qui gagnent le premier tour des élections. Et donc, l'armée interrompt le processus électoral, comme elle l'a elle-même formulé. Et c'est à ce moment-là que l'Algérie sombre dans le chaos. Donc, bien sûr, la question de savoir s'il fallait donner des statuts de parti démocratique à un parti qui disait la démocratie mécréante et disait vouloir l'abolir une fois élu. Donc, sans doute que là aussi, il y a une question qui se pose. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là, donc début 1992, il y a cette interruption des élections et ensuite on a connu 10 années de chaos, avec à peu près 200 000 morts et de très nombreux disparus, beaucoup d'exilés. Et puis je crois qu'il n'y a pas une seule famille algérienne qui a été épargnée dans son entourage plus ou moins immédiat. Quand vous parlez de chaos, ce qui est frappant là en vous écoutant, c'est cette scène où il y a les deux groupes de jeunes qui se rencontrent et ils disent qu'ils sont habillés comme nous. Et donc il y a vraiment cette idée de guerre civile qui ne dit pas son nom, ou en tout cas de guerre fratricide. Oui, absolument. C'était une guerre fratricide qui, dans une même famille, vous pouviez avoir un policier et un islamiste. Et quelqu'un qui ne prenait pas parti, mais même quand vous ne preniez pas parti, vous pouviez être attendu au volant de votre voiture. C'était vraiment une guerre les guerres civiles, souvent, n'ont rien à voir avec les guerres de tranchées, évidemment. La mort pouvait vous cueillir vraiment en bas de chez vous. Moi, je me souviens, mon père, à un moment donné, a travaillé dans une entreprise étrangère, et aussi ceux qui travaillaient dans les entreprises étrangères étaient aussi des cibles. Et donc, il courait pour aller jusqu'à sa voiture, raser les murs. Enfin, vraiment, vous pouviez être tué chez l'épicier, vous pouviez être tué chez vous. Les terroristes grimpaient sur les toits. Enfin, il y avait bien sûr aussi donc, des massacres. Je ne vais pas énumérer tous les types de morts possibles, mais en tout cas, elle était très diffuse et le risque était permanent. Voilà. Je crois que c'est ça surtout, moi en tout cas, qui m'a marqué de ce que j'ai capté en tant qu'enfant. Parce qu'en tant qu'enfant, même si on me bouchait beaucoup plus les oreilles que Aïcha, mais bien sûr, il y a des choses qui passent. Le visage des parents, quand ils décrochent le téléphone, les faux barrages. Moi, ça, c'était vraiment quelque chose qui me terrifiait, les faux barrages. Donc, justement, le fait que les faux barrages, donc c'était des terroristes qui se déguisaient en militaires. Il y avait des barrages partout dans la ville. Alger, c'est rempli de militaires. Se déguisaient en militaires pour arrêter des gens et ensuite, donc, tuer les gens qui s'étaient arrêtés. Et ça, vraiment, l'idée qu'on ne sache pas qui vous protège et qui vous tue, que la figure protectrice puisse se renverser d'un coup en figure, au contraire, meurtrière, c'est vraiment quelque chose que je trouve particulièrement destructeur pour une société sur le long terme. Alors, on l'a dit, il n'y a pas eu énormément de textes sur la décennie noire, pour des raisons politiques, puisque l'amnistie a été proclamée, mais peut-être pour des raisons d'autocensure aussi, non ? En réalité, il y a eu beaucoup de textes de témoignages. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits dès l'époque de la décennie noire. L'interdiction en elle-même, elle est assez floue. Et le domaine de la littérature, je crois que le gouvernement traquait beaucoup plus des prises de position publiques que des textes littéraires. Donc il y a des textes, il existe des textes sur la décennie noire. Ce qu'il y a peu, c'est des romans qui, avec la distance d'aujourd'hui, prennent vraiment un parti pris fictionnel à notre époque, la contemporaine, pour revenir sur cette période. Et aussi, très souvent, il y a beaucoup de textes qui poursuivent un peu la guerre. C'est-à-dire, souvent, les textes situés qui paraissent au moment sont des textes qui sont très positionnés politiquement. Or, moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir cette, tu l'as mentionné, cette multiplicité de points de vue, d'essayer d'embrasser, voilà, Hicham, qui est donc le cousin,
l'oncle de Selma, qui vit dans la même maison qu'elle, et que son père, Brahim, il va embrasser la cause islamiste. Et je trouvais fondamental d'avoir un personnage qui est un personnage que je suis parfois dans certains chapitres presque à l'égal de Selma, à un moment du roman, et que les islamistes ne soient pas les autres. Voilà, d'essayer vraiment de comprendre comment cette guerre a pu correspondre bien sûr à plusieurs positions politiques, mais aussi à plusieurs positions existentielles, parce que je crois que si les gens embrassent aussi des positions politiques, c'est d'abord des positions existentielles face au massacre, face à la peur, face à la mort. C'est un très beau personnage, Hicham. C'est vraiment, après Selma, un des personnages les plus frappants parce qu'en effet, au début du livre, il n'est pas spécialement proche du fils et il va basculer. Et tu écris, il aurait donné n'importe quoi pour se débarrasser de la maladie de l'hésitation. Donc Hicham va dans le fanatisme, parce que c'est ça, pour ne plus être l'homme faible qu'il croit être. Oui, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Souvent, les personnes qui tiennent les discours ou les positions les plus radicales sont en général des gens qui ont très peur de leurs propres doutes et de leurs propres hésitations. Et donc, quelque part, aller vers des gens très sûrs d'eux, pleins de certitudes, qui prônent des dogmes très arrêtés et très brutaux, comme c'est le cas de Belhadj, en tout cas, cela va fasciner Hicham. La première fois qu'il assiste au prêche de Ali Belhadj, c'est vraiment cette forme de certitude qui irradie de lui, qui le séduit avant tout. Mais on voit comme... bon, il y a plusieurs choses qui construisent Hicham et qui en font à la fin, et notamment l'épisode de la torture. Et ça, c'est un des sujets du livre, c'est que Hicham va être torturé. Bien sûr, c'est quelque chose qui est encore très, très difficile à dire et très tabou en Algérie. Ces émeutes de 88 dont je vous parlais, elles ont une importance pas simplement chronologique, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes qui vont être emprisonnés, il va y avoir énormément de tortures, mais vraiment dans les locaux de la police. Il va y avoir des arrestations, des morts dans les familles, des disparus, et donc ce sont des gens qui ensuite vont passer du côté de la rébellion. Or, la voie de la rébellion à ce moment-là, pour toute une partie de personnes, c'est le parti islamiste qui s'oppose au gouvernement. Alors, pour revenir sur Selma, donc, tu as choisi le point de vue de cette jeune fille. Et donc, c'est pas évident parce qu'en effet, il y a assez peu de fiction sur cette époque-là. Et comment t'es venue l'idée, alors que c'est si ample, historiquement, politiquement, etc., de prendre le point de vue d'une Candide? Alors, je crois que très directement, c'est parce que moi, j'étais beaucoup plus petite que Selma, mais j'étais une enfant. Donc, après, parler vraiment à hauteur d'enfant, moi, je trouve ça extrêmement difficile, parce qu'il y a plein de choses du point de vue de l'enfance qu'on ne peut pas raconter. Et puis, retrouver la langue de l'enfance, c'est presque un projet romanesque en soi. Et ça n'était pas le projet de ce livre, puisque vraiment, je voulais embrasser une décennie avec l'évolution des personnages. Et Selma, c'est celle qui n'est pas simplement candide, c'est celle qui aime. C'est-à-dire qu'elle aime son oncle, elle aime son père, elle aime le palefrenier Adel qui va lui aussi, d'une façon très différente, s'approcher et même intégrer le Front islamique du salut. Elle aime sa cousine Maya qui est une fille engagée contre le parti islamiste. Et je voulais ce point de vue, je voulais écrire à partir de ce point de vue de l'amour, parce que, au-delà d'un roman sur la décennie noire, ce qui vraiment me tenait à cœur, animer, disons, mon geste d'écriture en décrivant la vie tout à fait ordinaire, quoique traversée par la violence sans cesse de cette famille, c'était de parler du déchirement. Parce que s'il n'y a pas d'amour, le déchirement n'est pas très intéressant. Donc il y a déchirement quand il y a amour. Et vraiment, de voir, puisqu'on disait c'est dans une même famille, les familles étaient traversées, en fait on l'a tous vécu ça, d'avoir quelqu'un dont on est très proche, avec qui on a une construction, et qui on partage une construction intime, affective, et qui prend un chemin très différent d'une autre, qui parfois tient des positions qui peuvent nous écœurer ou être tout à fait contraires à nos valeurs, et se pose la question de doit-on maintenir ces liens ou pas? Qu'est-ce que ça coûte de les maintenir? Qu'est-ce que ça coûte de les rompre? Et je crois que
vraiment, cette question-là traverse tous les personnages du roman. Et celle qui refuse de répondre à cette question, c'est la grand-mère, Mima, et qui va le payer. Très beau personnage, vraiment un personnage solaire jusqu'au bout. Alors, cette famille, c'est aussi une incarnation de l'Algérie. Et il faut préciser que le père des deux frères est un héros de l'indépendance. Et qu'il est mort dans un accident de voiture, mais je veux dire que son fantôme pèse sur les deux fils de manière très différente. C'est aussi, j'imagine, un moyen de raconter comment est-ce que la mémoire de l'indépendance de l'Algérie pèse à ce moment-là. Bien sûr, absolument. Donc il y a son portrait, donc Sismaïl, il y a son portrait dans le salon, au-dessus de la table de la salle à manger, et Mima a des dialogues mystérieux et secrets avec son portrait. Oui, c'était important, notamment pour la trajectoire de Hicham. Parce qu'en lisant, je me suis énorme. Bien sûr, je suis partie d'un vécu transmis par les adultes, mais il y a vraiment eu une longue phase de documentation où j'ai lu et vu et écouté, et parlé à des gens aussi, et lu à peu près tout ce que je pouvais. Et ce qui m'a frappée en lisant beaucoup de discours du Front islamique du salut, c'était la récurrence de leur manière, de leur utilisation du patrimoine de l'indépendance en se présentant eux-mêmes comme les continuateurs de l'indépendance. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée à cette masculinité. D'ailleurs, il y a une sociologue qui a travaillé là-dessus sur la masculinité des hommes algériens, et notamment qui ont pris fait et cause pour les islamistes dans les années 90. Et donc, il y a vraiment quelque chose de cette génération qui a grandi avec ces héros de l'indépendance. Enfin, il faut imaginer à quel point ils étaient magnifiés. Même moi, j'ai grandi avec les récits, les hauts faits de mes grands-parents, de mes grands-oncles. Et c'est quand ce sont vos propres parents, je n'imagine même pas à quel point c'est très intimidant. Et donc, pour un garçon, par rapport à son propre père, donc il y avait quelque chose du geste héroïque à poursuivre, évidemment, avec une toute autre idéologie, de toute autre valeur. Oui, d'autant plus qu'il s'agissait de s'opposer au FLN qui était au pouvoir depuis... donc on a du mal à croire que les islamistes puissent se présenter en continuateur de la libération. Et pourtant, c'était vraiment un discours. Ouais. Il y a un moment de basculement, il y a plusieurs moments de basculement. C'est un peu comme ça que le roman est construit, où on a l'impression que la lucidité sur la réalité des violences augmente dans la famille peu à peu. Il y a un moment de basculement pour tout le monde, c'est l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Ah oui. Donc l'un des fondateurs du FLN, qui était en exil, qui revient pour créer le Haut Comité d'État en 1992 et qui va être assassiné par l'un de ses gardes du corps. Qu'est-ce que ça a fait dans cette famille? Pourquoi ça transforme tout à ce moment-là? Mais parce que ça a été, je pense que là, ça a été vraiment, pour le coup, un point de basculement, même dans l'histoire de l'Algérie. Peut-être que le cours de la décennie noire aurait été très différent si Boudiaf n'avait pas été assassiné. Boudiaf représentait et représente pour Brahim, le père de Salma, vraiment une possibilité de sortie de la violence, de désescalade. Et l'assassinat de Boudiaf, qui est en plus de cela resté, il y a beaucoup de zones d'ombre encore autour de l'assassinat de Boudiaf. Il a été assassiné alors qu'il donnait un discours public à Annaba par quelqu'un de sa garde dans son dos. Et donc ça a été en plus très traumatique parce que c'était spectaculaire. Et puis cela disait, même le chef de l'État peut être assassiné. Donc à partir de ce moment-là, plus personne n'était à l'abri. Et on voit comment Hicham, lui, accepte ça. Hicham accepte lui-même bascule d'une certaine manière. Hicham accepte cela et en plus il y a une phase, en fait, au fur et à mesure que la violence fonctionne vraiment par escalade d'un côté et de l'autre. C'est vraiment presque un dialogue entre deux clans, deux partis. Et donc plus la violence islamiste augmente, plus la répression augmente, donc plus les gens qui sont du côté des islamistes se radicalisent eux aussi. Et Hicham, c'est ce qui se passe. Il va voir Ali Belhadj et va voir comment il est torturé en prison, et donc lui, ça va le convaincre encore plus de protéger ce martyr. Et puis au sein de ce chaos, il y a le monde des femmes. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, la différence du rapport à la violence, au chaos, à la tension politique qu'il y a entre les femmes et les hommes. Alors dans ces femmes, il y a la grand-mère dont tu parlais, il y a la mère aussi, et puis il y a Selma qui, elle, est dans sa passion de l'équitation et donc peut-être n'a pas envie de voir ce qui a lieu. Est-ce que, comment tu l'as pensé, ce monde? Il y a Maya.
Et il y a Maya, bien sûr, qui est la cousine de Selma, qui est son pendant. Qui, elle, s'engage. Ouais. Et sa mère s'engage aussi, Zeynep, la mère de Selma. Mais oui, Maya... alors Maya, je l'ai vraiment pensée en contrepoint de Selma. Là où Selma est sauvage, introvertie, désintéressée de la politique, écœurée. Il faut dire qu'elle n'était pas spécialement intéressante, la politique à ce moment-là. Elle était synonyme de violence, donc elle n'était pas intellectuellement stimulante pour beaucoup. Maya, elle, au contraire, sa manière de... Et puis c'est une façon de se protéger pour Selma. Maya, elle, au contraire, va aller au-devant du danger, va devenir reporter. Et donc dans l'Algérie de cette époque, être reporter, c'est être reporter de guerre. Et donc elle va chercher vraiment à témoigner et va chercher aussi à trouver des explications à certains au massacre de Sidi Youssef. Elle a des théories, elle est politisée. Elle va devenir journaliste. Et je voulais, montrer aussi comment on pouvait se construire, quand on était une jeune femme en particulier, on pouvait se construire différemment aussi à cette époque-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de récits de jeunes filles au Maghreb ou en Algérie qui racontent beaucoup aussi la manière qu'ont les jeunes filles d'essayer d'acquérir leur liberté, notamment en se défaisant du carcan, en se libérant sexuellement. Et moi, c'était pas ça que j'avais envie de raconter. Bien sûr, la sexualité fait partie de leur vie, ce sont des adolescentes, mais je voulais vraiment le traiter comme quelque chose de banal et de normal pour des adolescentes, mais qu'elles, leur prise de parti, leur chemin et leur enjeu à elles, c'était de se construire et se construire en tant que femme dans une société aussi violente. Comment faire? Et comment vivre avec la peur, parce que la peur est un des grands sujets du livre. Et on le voit assez vite d'ailleurs dans le livre, comment est-ce qu'on craint de traverser la ville, parce qu'en effet il y a ces fameux barrages. Oui, bien sûr, et puis les murs qui montent, ça vraiment, moi, je me souviens de l'odeur de ciment dans les rues d'Alger, c'était vraiment incroyable. On passait et on voyait les gens en train de monter leurs murs de quelques mètres pour éviter que les gens ne pénètrent leur jardin, leur maison, les barreaux aux fenêtres, enfin oui, la peur, je dirais que c'est peut-être ce qui marque, en tout cas qui ne part pas, cette peur au quotidien, elle agite, elle devient une partie de vous-même en fait. Ouais. Et tu veux dire aujourd'hui encore, elle demeure? Oui, moi dans ma famille, même moi, je pense que j'ai vraiment intégré cette peur dans la rue. Je peux sursauter très vite, j'ai peur très vite, voilà. Il y a deux mondes qui cohabitent aussi dans ce livre, c'est le monde urbain et le monde rural. Donc tu as commencé par lire un massacre dans un village, et le monde des campagnes, on le voit à travers Adel, qui est donc le jeune amant de Selma, et qui tu l'as dit, va intégrer les groupes islamistes. Mais on a l'impression que lui, c'est plus ambigu. Est-ce qu'il avait le choix, est-ce qu'il n'avait pas le choix? Mais en tout cas, il raconte ce que c'est que d'être un jeune comme ça dans un village possédé par les islamistes. Il dit: il suffisait que le mot Kada, traître, traîne sur les lèvres pour coûter à l'accusé sa jugulaire. Parfois, il coupait le nez aussi en signe d'indignité. Donc ça, c'est dans les villages qui sont contrôlés par les islamistes. Oui, c'est ça, dans les fiefs islamistes. Donc Adel, Selma vit d'un côté de la forêt, dans un quartier plutôt cossu. C'est une bourgeoisie déclinante, mais quand même une bourgeoisie francophone, qui est moi le milieu dans lequel j'ai grandi. Donc je voulais raconter aussi une Algérie que je connaissais, y compris dans sa langue. Et il y a aussi l'Algérie arabophone, beaucoup plus pauvre. Et Adel appartient à cette Algérie-là. Et il est de l'autre côté de la forêt, il vit dans ce village de Sidi Youssef. Et vraiment, dans ces fiefs islamistes, beaucoup de jeunes, là aujourd'hui on a beaucoup de témoignages qui le documentent, de jeunes ont pris le maquis parce qu'ils avaient peur d'un côté des rafles de la police, puisque c'était des fiefs islamistes, la police régulièrement raflait dans ces... Et donc une fois que vous arriviez en prison, vous sortiez des mois plus tard, et puis en prison il pouvait y avoir de la torture, etc. Ou alors ils avaient peur également des islamistes qui, si vous voyez que vous ne vous engagiez pas, vous prenez pour un traître, voire un indicateur de la police, et donc pouvaient vous assassiner ou assassiner votre famille. Et effectivement, ça, le nez coupé, ça c'était vraiment quelque chose de très emblématique, le nez étant symbole de dignité, on coupait le nez pour dire à quel point cette personne était infâme.
Alors, c'est vrai que c'est un roman très réaliste, mais il y a la partie des chevaux, qui est quand même très importante dans la vie de Selma, et très importante dans la vie d'Adèle. Et vraiment, il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à son rapport au cheval, aux chevaux eux-mêmes, qui sont des vrais personnages. Est-ce que c'était aussi pour offrir une forme de respiration dans cette Algérie irrespirable que tu décris, ou est-ce qu'il y a une volonté un peu symboliste de métaphore aussi, de la bestialité qui prend... Mais c'était, je pense, très instinctif au départ. Moi, je suis cavalière. La première fois que j'ai été mise à cheval, c'était dans cette forêt de Baïnem. Donc pour moi, c'est un souvenir très fort. Et puis ensuite, j'ai beaucoup monté, puisqu'on revenait, on est parti en 1994, on s'est exilé avec ma famille, mais on revenait, comme je te racontais, toutes les petites vacances et les grandes vacances. Et donc les chevaux de Baïnem ont émigré quelques kilomètres de là, à Zeralda, près de Tipaza, qui a été célébré par Albert Camus et que vous connaissez peut-être pour cela. Et donc j'ai monté les chevaux de Baïnem, mais ailleurs. Et plus que les chevaux, c'était un cheval en particulier, et je dirais que c'était un rapport au vivant en fait qui m'intéressait, et aussi à travers la forêt, cette forêt qui a été d'ailleurs rasée en partie à la fin de la décennie pour pouvoir justement chasser les terroristes. Et donc c'est ce rapport au vivant, parce que il ne faut pas croire que quand il y a 200 000 morts en quelques années dans un pays, le reste des rapports entre les êtres est pacifique. Non, cette violence, elle s'insinue absolument partout. Et y compris dans les sphères avec des non-humains, comme on les appelle. Et donc Shaitan, ce cheval qui arrive au club et qui est extrêmement violent, mais parce que lui-même a été violenté, est un cheval pour lequel Selma se prend de passion. Et je crois que c'est aussi sa manière à elle de faire quelque chose avec cette violence. C'est sa manière à elle, peut-être du coup ma manière à moi en écrivant, de prendre cette violence de biais et d'une façon qui me permet d'en faire quelque chose de constructif, ou en tout cas de constructif au sens vraiment de constructeur. Et donc, ce cheval, dans ce rapport, d'ailleurs, Bientôt les vivants, effectivement, fait aussi référence à cela. Et Selma, elle va donc se prendre de passion pour ce cheval, Shaitan, auquel j'ai donné le nom du diable. Et là, effectivement, plus que dans la trajectoire du cheval, il y a un clin d'œil à ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui me marquait beaucoup enfant, qu'on puisse commettre des crimes au nom de Dieu. Pour moi, ça me semblait, puisqu'il était censé symboliser le bien absolu, et donc, il me semblait là y avoir quelque chose de complètement paradoxal, qui peut rendre fou, je trouve, ou en tout cas qui peut dégoûter de la religion, qui peut dégoûter... Et donc, voilà, donner à ce cheval le nom du diable, Shaitan, c'était cela, mais c'était aussi, au-delà de cela, montrer que... parce qu'il se fait renommer Shaitan quand il arrive. Il est extrêmement violent, vraiment, et on l'appelle Shaitan, c'était pas son nom. Et c'est une réflexion sur la manière dont, dans un groupe social qui va mal, qui dysfonctionne et qui donc est violent, on va prendre l'élément le plus violent et dire que le mal vient de lui. Et c'est un peu ce qu'on fait avec ce cheval. Il est désigné comme le diable, alors qu'en fait, lui-même a subi des violences par quelqu'un qui lui-même a subi des violences. Enfin, s'il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que la violence est une forme de chaîne et que si on ne la brise pas, elle continue, elle se perpétue indéfiniment. Alors, tu l'as évoqué, ta famille et toi, vous avez quitté l'Algérie en 94. En 94, et vous n'y êtes jamais revenu. Enfin, vous ne vous y êtes jamais réinstallé. Non. Même si c'était dans le discours permanent, enfin, on l'évoquait tout à l'heure, mais nous, on est venus avec très peu de bagages, mais comme beaucoup d'Algériens, parce que personne ne se disait au départ que ça allait durer si longtemps. Et donc, les gens partaient, on se disait qu'on partait pour 2-3 mois. Moi, je me souviens, on était partis en plein milieu de l'année scolaire. On s'est dit, elle finit son CP en France, et puis on revient pour le CE1. Puis après, ça a été le CE2, le CM1, etc. Et donc, cette idée qu'on allait retourner en Algérie a duré très longtemps, à tel point que quand il s'agissait, je ne sais pas moi, mais même de réparer un meuble parfois, c'était mais à quoi bon, dans 2 mois on est reparti à Alger, voilà. Et je crois que ça, tout autant que l'exil, ça marque aussi cette instabilité, cette précarité du présent finalement.
Mais ça pourrait être le sujet d'un autre livre. Mais est-ce que le fait d'avoir écrit cette fiction, c'est aussi justement de rendre compte de ce que l'exil a peut-être rendu lointain ou opaque pour toi, pour ta famille? Est-ce que c'est aussi, tu penses que c'est une réponse à cet exil-là? Oui, sans doute une réponse, pas simplement dans la matière de l'histoire avec un grand H, mais dans la matière en elle-même, la volupté des choses. D'ailleurs, je parle beaucoup de nourriture dans le livre, mais aussi des odeurs, des sensations. Le cheval, c'est ça aussi. C'est beaucoup de ce qu'il y a de formidable avec... oui, je ne l'ai pas mentionné d'ailleurs. Ce qu'il y a de formidable dans le rapport qu'a Selma avec Shaitan, c'est que ce rapport se passe de mots. Et au moment où les mots divisent son pays, la relation qu'elle a avec le cheval et se passe de langage, enfin si, un langage, mais se passe de mots. Et donc, ce qui m'a marqué dans l'exil, à vrai dire, le plus quand on rentrait en Algérie, c'était justement l'absence de cette matérialité-là. Quand je repartais à Alger, j'arrivais à Alger, à l'aéroport d'Alger, d'un coup c'était la qualité de l'air, le vent, la hauteur du ciel, les odeurs, la couleur, toutes les couleurs qui me semblaient, même un noir, me semblaient différentes d'un bleu de Bourgogne où j'étais, avec le bleu du ciel à Alger. Et je crois que ça, toutes les personnes qui ont changé, je discutais avec des gens qui parfois ont simplement changé de ville dans un même pays et me le disent, mais quand je rentre chez moi, les odeurs, la nourriture, tout a une saveur, mais vraiment c'est une question de volupté, de sens. Et je crois que l'exil, en tout cas pour moi, ça a d'abord été ça, c'était couper sensoriellement d'un endroit. Et donc, s'il y a un lien que j'ai voulu retrouver, c'était vraiment celui-ci, c'était de me retrouver sensoriellement dans l'univers de mon enfance. L'Algérie, aujourd'hui, on en parle beaucoup en France. Les relations sont pour le moins complexes. Boualem Sansal est emprisonné, il n'est pas libéré. Tu t'es prononcé évidemment pour sa libération. Cet emprisonnement de Boualem Sansal a révélé à ceux qui peut-être ne suivaient pas l'Algérie de près à quel point son gouvernement était autoritaire. Comment est-ce que... quel regard tu portes sur cette situation? Oui, mais je crois qu'un pouvoir qui emprisonne un écrivain, qui a peur d'un écrivain, est en réalité un pouvoir qui est très faible. Il y a Boualem Sansal, mais il y a à peu près 450 détenus d'opinion en Algérie. Peut-être que vous le savez, en 2019, nous avons eu un grand mouvement de révolte, mais extrêmement pacifiste, d'ailleurs qui s'était fait connaître pour ça, puisque les manifestants avaient leur propre service de nettoyage de la voirie après les manifestations, des gens aussi qui dès qu'il y avait des échauffourées intervenaient pour tout de suite, ils étaient habillés en orange souvent, et ils criaient Silmia, la paix, la paix, la paix, pour tout de suite éviter que ça ne déborde. Donc vraiment, ils ont inventé presque un type de manifestation, et je crois que la décennie noire n'a pas rien à voir avec ça. Je vais te demander. Voilà, tout le monde était tellement choqué, et pendant longtemps, à l'époque où il y a eu tous les printemps arabes en Tunisie, au Maroc, un soubresaut en Égypte, tout le monde disait mais pourquoi en Algérie il n'y a rien? Mais parce que tout le monde était traumatisés par la décennie noire, et donc les gens avaient peur de se révolter vraiment. Donc ça arrivait un peu plus tard, en 2019, avec cette forme incroyable. Et en réalité, Abdelaziz Bouteflika, qui donc avait pris le pouvoir à la fin de la décennie noire, en était quand même à son 5e mandat à ce moment-là. D'ailleurs, il était hospitalisé en Suisse. Et alors je me souviens, c'était très rigolo, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi ça, mais le numéro de téléphone de l'hôpital avait tourné en Algérie, et tout le monde appelait, et disait bonjour, parce qu'on ne savait pas soi-disant où il était exactement. Je voudrais faire livrer une pizza à Abdelaziz Bouteflika, etc. Et les gens appelaient harcelés, et puis les gens qui étaient à l'accueil de l'hôpital finissaient par rire. Ils recevaient des centaines d'appels par heure et tout. Donc voilà, c'était un moment de joie révolutionnaire, puisque c'est aussi un des thèmes de cette table ronde, et qui a donc quand même eu comme conséquence donc, de mettre fin au 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika, qui était quand même très mal en point pour diriger l'Algérie. Et en réalité, ce qui a mis un coup d'arrêt à ces revendications démocratiques, ça a été le Covid. Donc on ne peut pas dire... Donc moi, je pense qu'en fait,
derrière cette démonstration aussi d'autoritarisme, il y a cette peur-là, il y a cette peur de la liberté des Algériens qui, elle, j'en suis convaincue, finira par éclore à nouveau. Ton livre a été publié en Algérie? Oui. Et tu me disais que c'était assez émouvant comme les gens s'en sont emparés, comment est-ce qu'eux-mêmes ils ont témoigné de ce qu'ils ont vécu et que tu racontes dans son livre. Oui, oui, c'était vraiment incroyable l'accueil qu'a eu le roman, qui a été édité donc, chez Barzac, c'est donc une maison d'édition algérienne, francophone. Et donc il y a eu, j'ai fait des rencontres dans 5 grandes villes en Algérie, d'ouest en est, de Tlemcen à Constantine. Et notamment, oui, je me souviens qu'à Annaba, j'étais dans la salle, donc Annaba qui est quand même assez éloignée d'Alger, et un monsieur se lève dans la salle au tout début de ma présentation, les yeux écarquillés, et me dit « Je ne savais pas que vous alliez parler du massacre de Sidi Youssef, j'étais là, j'ai tout entendu. » Et il se met à raconter, mais vraiment au présent, ce qu'il a raconté. Et donc là, ça a donné quelque chose d'incroyable dans la salle, puisque tout le monde s'est mis à raconter, tout le monde a des souvenirs avec les décennies noires. Et c'était fou, parce que, en fait, on voit comment chaque personne, avec ses ressorts psychologiques, ont fait quelque chose. Il y a des gens qui riaient d'avoir été invités à prendre le thé chez des terroristes sans le savoir et avaient finalement réussi à se sauver. D'autres qui racontaient le souvenir traumatique, enfant, les trains souvent étaient pris d'assaut. C'était très dangereux de voyager en train parce que les terroristes attaquaient les trains aussi. Donc voilà, ils racontaient ça. Et une autre qui disait, parce que pour moi, aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'on n'a toujours pas vraiment fait mémoire. On n'a toujours pas... c'est pas simplement qu'on n'a pas mis de mots, mais il y a plein de choses. Toutes ces histoires-là, elles ont besoin d'être racontées, besoin d'être dites. Il faut vous dire qu'après l'amnistie, vous êtes retrouvés avec des gens, deux enfants qui se retrouvaient dans une même classe, avec le père de l'un qui avait assassiné le père de l'autre. Ce sont vraiment des violences qui continuent, des violences qui continuent au quotidien, en fait. Et notamment une femme à Annaba qui racontait les larmes aux yeux que tous les soirs, elle disait « j'enjambe, je l'enjambe », elle disait. Et en fait, c'était un ancien terroriste qui était maintenant alcoolique, comme quoi, et qui vivait au rez-de-chaussée de son immeuble, et elle le trouvait sous le soir en rentrant, et donc elle devait l'enjamber alors qu'elle savait qu'il avait commis des atrocités. Et ça, ce sont des traumatismes réguliers qui continuent, je veux dire, c'est une violence qui continue à être faite, et donc il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, et au niveau de la société en parle, dans les familles, on en parle de plus en plus. Évidemment, la génération de mes parents, mais ça, je crois que c'était la même chose pour la guerre civile espagnole, la génération qui vit, qui fuit, a besoin à un moment donné de mettre derrière soi, d'arrêter d'en parler pour avancer. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose, au début, de presque un réflexe vital. Mais vient un temps, avec, disons, le temps, justement, où il est nécessaire pour une société de revenir sur une blessure aussi béante et surtout aussi collectivement partagée, vraiment. Tu parles de la guerre civile espagnole parce que tu es une grande connaisseuse de l'Espagne, tu es agrégée d'espagnol, tu as vécu en Espagne et à Cuba. Et d'ailleurs, ton premier roman était sur une héroïne de la révolution cubaine. Ça s'appelait « Laissez-moi vous rejoindre » en 2021 et c'était sur Aïda Santa Maria. Est-ce que tu expliques que tu as eu besoin peut-être de passer par l'histoire révolutionnaire sud-américaine pour aller jusqu'à l'Algérie qui était beaucoup plus proche? Oui, c'est vrai que c'est un chemin un peu contrarié, en tout cas indirect, mais je me suis rendu compte des années plus tard la raison pour laquelle je m'étais prise de passion. Donc moi, j'ai vraiment suivi un cursus très classique avec du latin et du grec 8 heures par semaine. Et puis, c'est au moment du master que j'ai voulu aller vers la littérature hispanique parce que j'ai rencontré les textes d'un poète et dramaturge, Federico García Lorca, et je me suis vraiment prise de passion pour ce poète et pour toute sa génération qu'on appelle la génération de la guerre civile espagnole, et notamment aussi Rafael Alberti, dont une citation de Rafael Alberti est un épigraphe du roman. Et À Galopar, si vous ne connaissez pas, écoutez-le chanter par Paco Ibáñez, c'est absolument splendide. Et c'est après avoir écrit Bientôt les vivants que je me suis aperçue que c'était pas tout à fait par hasard si je m'étais prise de passion pour un poète qui parlait d'une autre guerre civile et que sans doute
que c'était trop compliqué ou trop douloureux peut-être d'aller directement vers ce qui me constituait l'histoire de ma famille, de notre exil, de mon déplacement, et sans doute même du fait même d'avoir écrit, je pense. Et donc je suis passée d'abord par cette littérature-là, et puis ensuite j'ai découvert tout un pan de la littérature hispano-américaine qui m'a passionnée. Alors, est-ce que vous avez une ou deux questions pour Amina Damerji? Oui. Attendez, on va vous amener un micro, comme ça toute la salle pourra vous entendre. Merci. Vous parlez de la violence, c'est une chaîne. Et comment est-ce qu'on arrête cette chaîne? Là est toute la question. Si on le savait déjà, ne serait-ce qu'aujourd'hui, moi je trouve la société dans laquelle on vit verbalement extrêmement violente. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Mais oui, comment l'arrêter? En tout cas, déjà, essayer de ne pas attiser. Sans doute qu'à cette époque, c'est très difficile. Évidemment, une fois que les choses sont passées, on sait. Mais il y avait tout de même des gens à l'époque qui disaient que torturer, c'était peut-être pas une très bonne idée pour réprimer. Et puis que peut-être le parti islamiste n'aurait pas dû avoir déjà des statuts de parti démocratique, tout simplement. Pourquoi donner tous les moyens? Pourquoi la démocratie devrait-elle donner tous ces moyens à un parti qui est contre elle, contre la démocratie, que je personnifie. Mais pour poursuivre cette question, moi, en tout cas, s'il y a une chose dans laquelle je crois, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'affect. C'est-à-dire que quand la haine est aussi un affect. Et donc, il faudrait renverser par des passions joyeuses, des passions... Il y a aussi une affaire d'affect, je crois, dans cet engouement et dans cette chaîne de la violence. Donc, casser ça par d'autres affects. Une autre question. Vous avez conclu en parlant donc de vos recherches autour de la guerre civile et de la façon dont vous étiez rendu compte que ça faisait écho à votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et justement peut-être sur cette interaction entre peut-être des connaissances théoriques et comment ça parle à votre vécu et à vos écrits romanesques? Oui, alors ça a souvent été quelque chose que je vivais douloureusement, le fait de me sentir divisée entre une écriture plus théorique, plus analytique, et une écriture littéraire. Avant, j'écrivais beaucoup de poésie. J'ai cofondé une revue de poésie, La Sèche, et je me suis beaucoup intéressée aux poésies sonores, poésie visuelle, poésie performée, notamment avec Charles Penquin, Julien Blaine, voilà, des poètes français contemporains. Et souvent, pour moi, et ça reste d'ailleurs ainsi, je crois, ce sont vraiment deux cerveaux complètement différents. Et maintenant que j'ai aussi une écriture scénaristique, je crois que c'en est encore un autre. Et bien sûr que cela nourrit de plein de façons l'écriture. Par exemple, Aide Santa Maria, qui est ce personnage qui occupe mon premier roman, je l'ai découvert parce que j'ai fait une thèse sur la littérature cubaine et que j'ai vécu à La Havane, qu'il y avait des coupures de courant régulières à la bibliothèque, qu'on devait tous sortir et que je me suis mise à papoter avec les gens qui l'avaient connue parce que c'était la bibliothèque d'une institution qu'elle avait fondée. Donc bien sûr que les choses sont liées, mais je crois que ça se passe moins dans la tête que finalement dans le vécu, dans l'expérience. Eh bien, merci beaucoup, Amina Damerji. Je pense que vous allez signer votre livre là-haut. Et voilà, merci pour cette... Merci à toi, merci à vous.